Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Oui, simplement vous présenter le pôle d'Égletons qui est situé sur le campus universitaire, qui est dédié entièrement à la construction bois. Donc merci à ceux qui ont voulu qu'on parle du bois. Voilà, merci. Et donc je suis sur ce centre l'initiateur et le responsable technique et pédagogique. Donc on a ouvert en 2014 avec un investissement à peu près de 2,5 millions d'euros, avec un plateau technique qui se comporte en 3 parties. On est 100% en construction bois, c'est-à-dire filière sèche. Et effectivement, dans ce domaine, par rapport à notre région, on a un fort potentiel de matières premières disponibles et de très bonne qualité. On pourrait avoir des politiques qui augmentent le nombre de constructions bois, au moins dans notre région. Sachant qu'en France, on est à 10% et que dans le monde, si je prends le G8, dans le G8, les pays sont à 50% de construction bois. Donc c'est très développé ailleurs. Alors sur ce centre, on fait plusieurs activités avec 3 équipements assez distincts. Tout d'abord, 3 maisons individuelles en fonctionnement qui ont une feuille de route sur la réglementation thermique future. Alors on a d'abord une maison RT 2012, une maison BPAS, bâtiment à énergie passif, et une maison BPOS, bâtiment à énergie positive. Ces maisons sont des maisons pédagogiques, mais aussi des maisons de laboratoire. C'est-à-dire qu'on est sur la transition énergétique, sur la performance énergétique. Ces maisons sont équipées à peu près de 40 sondes chacune et elles mesurent tout ce qui se passe en termes d'énergie, d'hygrométrie, de température, sur lequel on va préparer tout un programme de recherche, parce que quand on parle de performance énergétique, donc de bâtiments fortement isolés, il y a des nouvelles contraintes qui s'imposent, c'est-à-dire la qualité de l'air d'abord, et ensuite l'acoustique, hein, les bruits intérieurs, la pollution de l'air intérieur. Le deuxième équipement, c'est un équipement de transfert de savoir-faire, de connaissances. Donc là, sur la formation, on a 6 ateliers dédiés à tous les métiers qui ont à intervenir sur des bâtiments bois. Donc le second œuvre est très concerné. Et ici, on va apprendre les nouveaux savoir-faire. Alors déjà, quand on parle de construction bois, on peut dire que les métiers du second œuvre n'ont aucune connaissance. Ils n'ont pas de pratique pour intervenir dans ce type de bâtiment. Comment je perce un mur, comment je fixe sur un mur, comment je traverse une paroi, et comment aussi je vais faire des finitions dans des bâtiments 100% bois, comme du carrelage, de l'étanchéité de toiture terrasse, des enduits de façade. Donc là, ici, on leur apprend à acquérir de nouveaux savoir-faire. Et la dernière partie du bâtiment, c'est sur un centre de documentation et sur l'ingénierie pédagogique. On forme que des professionnels sur ce site. C'est des formations de spécialisation, c'est-à-dire que les gens viennent 2 jours, 3 jours, et il faut développer une ingénierie pédagogique pour qu'ils puissent assimiler dans de bonnes conditions tout ce qu'ils ont besoin de faire. On s'adapte au rythme des entreprises. Les entreprises du bâtiment, la particularité, c'est que du jour au lendemain, les décisions sont différentes en fonction de la météo, en fonction des contraintes de chantier, et elles ont très peu de temps pour venir chercher des spécialités. Donc là, on est sur des formations courtes. On peut passer à la diapo suivante, c'est bon? Oui. Donc 4 activités donc, de la formation, du transfert techno avec une plateforme de transfert technologique, où là on travaille pour les entreprises de la grande région, notamment sur des tests de produits de fabrication. Ici on voit une photo sur un test de poutre en lamelé-collé, hein, de l'entreprise Cosilva qui est située à Bourganeuf. On travaille aussi pour d'autres entreprises. Sur la recherche, plusieurs programmes de recherche. Le dernier qu'on a développé depuis l'ouverture sur 2 ans, c'est la qualité de l'air. Donc en collaboration avec des spécialistes de l'unité de Pau, donc vérifier à tous les stades des travaux, depuis que la maison est en chantier jusqu'à la livraison au client, le comportement du bâti par rapport à la qualité de l'air intérieur. Et puis la dernière activité, c'est de l'édition technique. Pour diffuser les savoir-faire d'une façon beaucoup plus large, on rédige des livres techniques avec des applications informatiques pour que les supports nomades et que cette information puisse être diffusée partout, même en situation de chantier. Sur le bilan, on a effectivement, sur les 2 ans, reçu 476 stagiaires, c'est-à-dire à peu près 200 entreprises par an, un peu plus de 200 entreprises par an. Les entreprises, notre public principal, sont les TPE, c'est-à-dire que le bâtiment est constitué en gros de 97% d'entreprises de moins de 20. Et donc, c'est les entreprises qu'on reçoit. On est très axé sur la mise en œuvre parce que c'est là que ça pêche le plus. Donc, en gros, on a 80% des stagiaires sont des chefs d'entreprise, artisans et responsables de TPE.
et à peu près 20% de leurs salariés. Sur la partie transfert technologique, donc un certain nombre d'activités. Sur la partie recherche, alors transfert technologique, si de l'innovation sont des nouveaux systèmes de poutres. On parle beaucoup de capacité de production de forêt en termes de feuillus. Et donc il faut intégrer les feuillus un peu dans le bâtiment parce qu'ils ont du mal à trouver des débouchés. Donc on est sur de la recherche de complexes de construction qui font la mixité feuillus et résineux. Donc là, c'est de l'innovation interne. En termes de recherche, le programme que je vous ai évoqué sur la qualité de l'air. Et en termes d'édition, donc un premier livre qui est sorti avec une application informatique sur un secteur qui a connu beaucoup de pathologies, c'est les toitures terrasses en général et les nouvelles techniques de toiture terrasse en construction bois. Effectivement, la réglementation thermique 2012 a imposé d'établir une étanchéité à l'air dans les bâtiments. Et du coup, on a zappé complètement le principe de la toiture terrasse, que l'étanchéité qu'il y a dessus est déjà un matériau qui bloque les transferts de vapeur d'eau. Et on a enfermé la paroi entre deux pare vapeur et énormément de pathologies sur de la condensation interne à ces parois. Et il y a une véritable savoir-faire à rediffuser à tout le monde. Sur les projets futurs, donc effectivement, en termes de formation continue, donc développer l'axe bois construction et aussi s'orienter vers la transition aussi numérique qui aidera les entreprises à améliorer les conditions de construction. Sur les transferts techno, un certain nombre de projets, pareil, de développement de nouveaux produits. Sur la recherche, on va développer, alors les conséquences de la performance énergétique, on a parlé d'acoustique, donc on a un gros projet de recherche sur l'acoustique. Et sur la partie édition, publier justement sur ces travaux de qualité de l'air et travailler aussi sur la maquette numérique pour aider les entreprises à améliorer leur production. Sachant que l'enjeu pour les TPE, c'est aussi cette transition numérique, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Ce qu'on va nous demander, c'est de construire les bâtiments virtuels avant de les faire en vrai. Et ça, pour les TPE, c'est un méga enjeu, puisque aujourd'hui, si vous prenez les entreprises artisanales ou de 10 personnes, la partie modélisation de la production, elle est au stade 0. Et il va falloir s'y mettre. Voilà, écoutez, je vous remercie. C'était un peu accéléré. Je vous remercie de votre écoute. C'est vrai, je conçois, c'est un peu frustrant. Bien, merci en tout cas de votre intervention. Donc Sylvain Marty, directeur du syndicat départemental des déchets de la Dordogne. C'est pas grave, on va le ramasser. Donc nous allons vous écouter sur cette thématique de valorisation des déchets verts en bois énergie, c'est ça ? Bien, merci. Donc le SMD3, syndicat départemental déchets de la Dordogne, c'est un syndicat à compétences traitement et un peu de collecte, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, surtout traitement, qui regroupe à peu près 400 000 habitants. Et dans les déchets que nous traitons, évidemment, nous rencontrons des problématiques spécifiques liées aux déchets verts, avec une filière de traitement qui existait et qui était assez ancienne sur le département, donc puisque ces déchets verts étaient broyés, si on peut mettre là, voilà, étaient broyés donc par un prestataire privé, avant d'être évacués pour faire essentiellement du compostage en bout de champ par des agriculteurs par le biais des CUMA, donc des structures coopératives d'agriculteurs. Près de 30 000 tonnes de déchets verts étaient broyés chaque année sur le département et c'est une filière qui nous posait des difficultés notamment sur le plan financier puisque cette filière nous coûtait cher, c'était une filière extrêmement déficitaire pour le syndicat avec un budget d'à peu près 650 000 € par an de coûts de broyage et d'évacuation par les agriculteurs. Par ailleurs, donc, ces tonnages de déchets verts étaient en forte évolution puisque avec la généralisation notamment des arrêtés interdisant le brûlage au domicile des habitants, ce dont on ne peut que se féliciter sur le plan environnemental, mais qui évidemment amenait une augmentation énorme des quantités de déchets verts collectés en déchetterie,
puisque vous voyez qu'on est passé d'à peu près 30 000 tonnes de déchets verts par an à quasiment 40 000 tonnes, avec évidemment des variations en fonction de la pluviométrie annuelle. Alors très vite, on s'est posé la question de savoir comment faire face à l'évolution de ces quantités de déchets, en partant d'un principe simple qui était que dans les déchets verts, on retrouvait plusieurs éléments. On va dire des parties molles qui sont composées essentiellement des feuilles, des tombes de pelouse, etc. et des parties plus dures, des parties boisées dans lesquelles on peut retrouver des branches jusqu'à des souches, des billons, etc. qui partaient également en compostage en bout de champ. Et sur cette filière-là, la valorisation en bout de champ n'est pas forcément celle qui génère la plus forte valeur ajoutée. Et donc, on s'est posé la question de trouver du matériel susceptible de séparer cette fraction ligneuse de cette fraction molle, matériel que nous avons acquis donc, cette année, en tout début d'année. On a investi quasiment 1 million d'euros, puisqu'on a un peu plus de 900 000 euros. Donc, sur un broyeur et un cribleur, il y a une photo qui va apparaître, je pense. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez très bien du fond de la salle, mais... Donc ce sont deux très grosses machines, puisqu'elles pèsent un peu plus de 20 tonnes chacune, et pour lesquelles nous avons été aidés d'ailleurs par le conseil régional sur l'investissement à hauteur de 150 000 euros. Alors ces machines fonctionnent de la manière suivante, donc il y a un premier broyage qui a lieu donc, sur le déchet vert en mélange, qui est ensuite passé sur un crible à étoiles qui va permettre de séparer, par un procédé un peu compliqué sur le plan technique, la fraction ligneuse de la fraction molle. La fraction molle, elle va continuer à partir en compostage en bout de champ, puisque c'est un produit qui est intéressant pour l'agriculture et qui vient en substitution d'engrais minéraux chimiques. Et la fraction ligneuse, elle va être rebroyée et préparée pour aller vers de la valorisation bois-énergie. Alors aujourd'hui, donc, on a quasiment 1 an de recul sur cette filière, puisque nous l'avons démarré au mois de janvier. Le refus de criblage et la biomasse qui est produite à partir de ce broyage donc de bois énergie part aujourd'hui alimenter une usine en local, donc c'est l'usine Polyré qui est située à côté de Bergerac et qui fabrique des produits à partir de bois, hein, notamment des lamellés collés, des produits pour des parquets, etc. Donc on évacue vers cette usine entre 3 et 4 000 tonnes de bois à peu près à l'année, qui sont extraits du déchet vert et qui nous permettent d'améliorer sensiblement le bilan économique de la filière, puisque là où nous payions préalablement pour évacuer du compost en bout de champ, aujourd'hui nous vendons ce bois à peu près à 20 € par tonne, ce qui nous a permis de redresser considérablement l'économie de cette filière, puisque par ailleurs nous avons amélioré la qualité du compost qui part en bout de champ et qu'aujourd'hui ce compost qui partait à coût négatif part à coût nul. Donc grosso modo, si je fais aujourd'hui le bilan de cette filière, nous avons fait à peu près 300 000 € d'économie par an sur cette filière des déchets verts. Alors, dernier petit point pour conclure. Donc nous avons trouvé un prolongement de l'utilisation de ces broyeurs, cette fois-ci sur la partie bois. Quand je parle de bois, là c'est le bois traité, les meubles, etc. Nous avons mis en place avec des associations de l'économie sociale et solidaire des filières de démantèlement des meubles sur les déchetteries qui nous permettent de mieux trier ce bois, et nous envoyons le bois qui est trié à partir de ces déchetteries vers des filières de recyclage matière, puisque nous alimentons l'usine de Céos dans les Landes pour fabriquer des panneaux d'agglomérés à hauteur de à peu près 8 à 9 000 tonnes de bois traités par an. Voilà. Merci. On accueille Joseph Hugues, directeur de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Oléron, île à énergie positive, c'est ça? Oui, bonjour à tous, merci, merci de me donner la parole. Donc Joseph Hugues, directeur de la communauté de communes de l'île d'Oléron. L'île d'Oléron, donc la plus grande île de la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande île de la façade atlantique, tout simplement, qui doit effectivement témoigner en 5 minutes d'un plan d'action très ambitieux pour devenir un territoire à énergie positive. Alors, on va commencer par l'histoire, mais très rapidement, pour indiquer que la communauté de communes de l'île d'Oléron, donc 20 000 habitants l'hiver, 300 000
habitant l'été. Vous connaissez ce territoire touristique. Dès sa création en 1996, s'est tourné vers un certain nombre d'actions qu'on appelle aujourd'hui développement durable, mais qui à l'époque étaient simplement du dossier local. Dès 2000, une première démarche impulsée par la région qui s'appelait développement responsable et solidaire. Et là, je vois quelqu'un dans l'Assemblée qui a connu cette expérience. En 2008, une accélération avec l'idée d'élaborer un vrai socle à nos politiques publiques avec l'élaboration du premier agenda 21 local qui est devenu la vraie référence pour notre action. Et puis, à l'occasion du renouvellement des mandats en 2014, la confirmation de cet engagement en faveur du développement durable avec le deuxième agenda 21. Et là, c'est vraiment un signe de la continuité finalement de l'intérêt de ce genre de démarche, puisque le renouvellement des mandats n'entame pas cet engagement qui est un vrai engagement du territoire. Alors ça nous a permis également de répondre et d'être retenus pour un certain nombre d'appels à projets dont on en a parlé tout à l'heure, des appels à projets nationaux, régionaux, voire européens, et qui permettent d'accélérer, de massifier les actions qu'on pouvait mener. Alors on m'a demandé de choisir, vignette suivante, effectivement, de montrer la cohérence politique dans les actions qui étaient menées. Une communauté de communes, vous le savez, ça mène des projets très nombreux, dispose de compétences très très variées. Alors là, j'en ai mis un certain nombre, mais j'en ai retenu, avec l'aide de M. Louineau, une ou plutôt deux. Pour montrer la cohérence, là, on a mis en avant, c'est la vignette précédente, c'était bon, voilà, la création d'un centre aquatique, une piscine publique, tout ce qu'il y a de plus classique, qui a été décidé dès 2003, mais selon une démarche de haute qualité environnementale. Pour chauffer une piscine, c'est une priorité, c'est une cible prioritaire pour un équipement comme celui-là. Il faut une énergie, on a souhaité une énergie renouvelable, et après étude, on a choisi de valoriser des déchets qui, effectivement, comme mon voisin vient de l'évoquer, nous posaient un certain nombre de problèmes. Donc des déchets de bois issus de déchetterie, des palettes, des bois non traités principalement, et puis des déchets issus de déchets verts, la fraction ligneuse qu'on vient de vous présenter à l'instant. Et donc en 2003, on a créé une plateforme qu'on a appelée l'Écopôle, qui est une plateforme de valorisation d'un certain nombre de déchets, dont les déchets de bois, et qui permettent de chauffer 85% de cette piscine. Donc un déchet devient une ressource et permet, sous une forme d'économie circulaire, on ne parlait pas d'économie circulaire en 2003, mais en tout cas c'est la logique qui a prévalu. Donc une vraie cohérence dans les actions. La vignette suivante, on va avancer un petit peu avec l'engagement du territoire dans la transition énergétique. On parlait de développement durable à travers l'agenda 21. Aujourd'hui, le positionnement sur la transition énergétique, il est clair. Et donc, il faut engager le territoire dans cette transition. Alors là, pour illustrer l'ensemble des actions qui peuvent être menées, on a retenu effectivement avec M. Luino les questions de mobilité. La mobilité, c'est, on l'a vu tout à l'heure avec la REC, un des postes de consommation et de dépenses énergétiques principales, en particulier sur les territoires ruraux. Et donc on a une forte action en faveur de mobilité. Donc ça se traduit par un ensemble d'actions. Moi, je retiendrai quelques actions un petit peu phares. La première, c'est la mise en place de navettes estivales, parce que l'été, j'ai dit 300 000 habitants en pointe estivale, c'est colossal, c'est une agglomération. Et donc, il faut essayer d'inviter nos visiteurs à utiliser moins leur voiture individuelle. Donc, on met en place des navettes gratuites qui permettent à 100 000 passagers, finalement, de se déplacer sur le territoire. C'est autant de voitures évitées. On a mis en place, avec l'aide de la région également, une navette entre l'île d'Oléron et La Rochelle, qui est aussi un fort développement des déplacements individuels, en passant par le pont. Donc là, 35 000 passagers utilisent cette navette chaque été. Et puis enfin, et là je dirais que c'est plus ancien, le développement du vélo. Le vélo reste quand même une vraie alternative à la voiture sur un territoire plat comme l'île d'Oléron. Et donc on a engagé 120 km de construction de pistes cyclables. On n'a jamais fait de comparatif, mais je crois qu'on est un des territoires les plus dotés, des territoires ruraux en tout cas. Et donc on fait des pistes cyclables, on essaie de faire des pistes cyclables cohérentes au regard de notre démarche développement durable. C'est-à-dire qu'on utilise les gravats du bâtiment. Il y avait une intervention tout à l'heure sur le bâtiment. Effectivement, il y a un déchet qui est produit quand on démolit ou quand on rénove un bâtiment. Et ce déchet-là, on le concasse et on l'utilise pour faire des pistes cyclables. Ça paraît simple, mais c'est une ressource qui est disponible localement, qui est transformée localement, qui crée des emplois et qui permet de construire des pistes cyclables. Et ensuite, il faut entretenir ces pistes. Et donc, ces pistes, on les entretient sans utiliser de produits phytosanitaires, de pesticides. Donc, c'est des pistes cyclables depuis 2003, des pistes cyclables zéro
zéro pesticide. Et puis, bien sûr, nos équipes d'entretien utilisent des véhicules électriques et des matériels, même, j'ai vu que ça se développe vraiment, des matériels électriques. Je finirai avec l'axe important qui est le solaire. Pour devenir un territoire énergie positive, on n'y est pas encore aujourd'hui. Il faut faire beaucoup d'efforts, et notamment en matière, alors bien sûr, on l'a vu, d'efficacité et puis d'économie d'énergie. Ça reste une des priorités. Mais sur la production, il faut aussi aller assez fort. Donc le territoire de l'île d'Oléron est très ensoleillé. L'île lumineuse, c'est son surnom. Donc on a, avec l'aide de la REC et de la région, identifié les potentiels solaires. Et donc ça nous permet d'engager un plan ambitieux jusqu'à 2030 avec un objectif de 38 gigawattheures de production. Et alors, comme ça a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'aller mettre des panneaux solaires sur les terres agricoles. On est un tout petit territoire, un mini-monde comme on l'appelle, conscient finalement de la limite à la fois des espaces disponibles et des ressources. Donc il s'agit d'occuper les espaces déjà urbanisés. Donc on a commencé par un cadastre solaire photovoltaïque, les toitures, les parkings, quelles sont les surfaces qu'on pourrait équiper de panneaux solaires, et c'est ça qui va guider notre action. Et puis enfin, on est en train d'essayer d'implanter le premier projet solaire flottant, puisqu'on a une entreprise française qui est assez peu développée en France, qui a mis en place cette technique. Voilà, donc tout ça pour vous dire que finalement, travailler sur un territoire énergie positive, ça suppose d'avoir une politique globale cohérente. Et pour nous, il faut trois leviers essentiels. La volonté politique, ça a été évoqué, le président Alain Rousset l'a rappelé, c'est fondamental. Il faut une démarche collective, il faut associer les entreprises. Et moi, je suis content d'entendre qu'en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, on a aussi beaucoup d'entreprises qui sont très performantes dans le domaine, et on a besoin de ces entreprises. Et puis, il faut, et on l'a dit, la population doit être associée étroitement à ce point. Et je relève ce qui a été dit par une de mes collègues de l'Aglo de Marmande pour terminer. L'ingénierie, c'est le troisième levier. Effectivement, on ne peut pas agir dans les territoires sans avoir de l'ingénierie qualifiée qui permet de porter, de pousser, de proposer des projets. Et c'est vrai qu'on a l'aide très très utile de l'ex-région Poitou-Charentes, maintenant Nouvelle-Aquitaine, au titre de TEPOS. Et ça, c'est vraiment très riche pour nous. Voilà, merci. Merci. Et vous n'avez même pas parlé de ce projet de parc éolien offshore au large de l'île d'Oléron. 5 minutes, on m'avait dit 5 minutes. Mais c'était important quand même. Oui, c'est vrai. Nous accueillons donc maintenant Marion Persson, du pôle développement durable et climat du parc naturel régional Périgord-Limousin. Donc nous vous écoutons. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous faire un petit retour d'expérience sur la démarche transition énergétique qui est menée sur le parc Périgord-Limousin. Donc je vais résumer 15 ans en 5 minutes. Challenge. Le parc, donc c'est un témoignage d'un territoire rural. Le parc est situé aux confins du nord Dordogne et du sud-ouest de la Haute-Vienne. 78 communes, 50 000 habitants. On a été créé en 98, donc on fait plutôt partie des jeunes parcs. Et la thématique climat-énergie a fait une arrivée fracassante sur notre territoire en décembre 99 avec le passage de la tempête Martin. On a fait partie des régions les plus touchées. Notre territoire est resté sans électricité de 1 semaine pour les plus chanceux jusqu'à plus d'1 mois pour les moins chanceux. Ça a été vraiment un élément historique mais introductif de la réflexion climat-énergie sur notre territoire parce qu'en termes de sensibilisation, c'est imparable. La vulnérabilité au climat, là, on comprend bien ce que ça veut dire, même si le lien entre tempête et changement climatique reste à préciser. Le fait de rester plusieurs semaines sans électricité en plein hiver vous fait bien comprendre à quel point vous en êtes dépendant. Et la thématique du bois énergie, qui était déjà une thématique sur laquelle le parc avait pu travailler, a été renforcée par le très fort dégât forestier qu'a fait la tempête. Donc ça a été un peu un élément introductif de notre travail là-dessus, travail qui ne s'est pas interrompu depuis, puisqu'aujourd'hui ça s'appuie sur un pôle qui compte 4,5 équivalents temps plein. La première thématique sur laquelle on a été amené à intervenir, c'est de travailler sur le patrimoine des collectivités et les réductions des consommations d'énergie. On est un syndicat de collectivités, donc c'était assez naturel. 3 grands axes d'intervention. Le premier, comprendre les enjeux et savoir comment s'y prendre.
Pour répondre à ce besoin-là, on organise au niveau du parc des rendez-vous qu'on appelle les sessions développement durable, 2 heures en fin d'après-midi pour les élus, sur une thématique précise, une intervention de contexte, un mode d'emploi, comment ça marche, qui est mon interlocuteur, qui peut m'accompagner, un témoignage d'élus. C'est plus de 40 sessions qu'on a proposées depuis une dizaine d'années aux élus sur les thématiques du développement durable au sens large, et c'est plus de 1000 élus qui y ont participé. Le deuxième axe sur lequel on intervient, c'est celui de l'acquisition de connaissances. Pour intervenir sur son patrimoine bâti, pour faire des économies d'énergie, encore faut-il savoir ce qu'on consomme et être capable, à partir de ces éléments-là, d'identifier les bâtiments et les chantiers prioritaires. Au tout début de nos interventions sur le parc, on répondait à ce besoin-là en organisant des opérations collectives de diagnostic de patrimoine bâti, en faisant appel à des prestataires. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir d'autres acteurs qui sont arrivés sur le territoire et on incite plutôt les collectivités à adhérer au service de maîtrise de l'énergie des syndicats énergie, avec lesquels on a un travail en commun via notamment des conventions. Donc aujourd'hui, c'est plus de 70% de nos communes qui sont adhérentes à ces services énergie qui peuvent les accompagner sur le long terme. Après, une fois qu'on a identifié les chantiers prioritaires, on passe à la réalisation. Le résultat au bout d'une grosse dizaine d'années, c'est qu'on a 8 réseaux de chaleur bois, plus de 70 rénovations de bâtiments ou installations d'énergie renouvelable. Au niveau du parc, on est plus particulièrement présent sur la partie ingénierie financière, parce qu'il faut trouver de l'argent. Et sur la partie accompagnement technique, ce sont plutôt les agences techniques départementales qui sont présentes. Je dirais que l'enjeu actuel, c'est l'optimisation de la chaîne d'ingénierie. Ça a été abordé tout à l'heure. Nous, quand on a commencé au niveau du parc, on était un peu tout seul sur notre territoire, il y a une quinzaine d'années. C'était pas facile, parce que quand on est tout seul à porter un message, la crédibilité du message n'est pas forcément très très facile à faire passer. Aujourd'hui, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a de très nombreux acteurs qui accompagnent les collectivités sur ces thématiques-là. Par contre, ça implique un enjeu, c'est qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on se coordonne, qu'on porte des messages cohérents et qu'on sache bien identifier les besoins auxquels chacun peut répondre et la manière dont on s'organise. Après ce travail sur le patrimoine des collectivités, on a essayé d'aller le plus possible vers une approche beaucoup plus territoriale et intégrée. C'est notamment à travers la réflexion territoire à énergie positive qu'on a mené cette réflexion-là. C'est une réflexion qu'on a lancée en 2013 qui s'appuie sur un réseau d'animation en partenariat avec 9 communautés de communes du territoire, enfin toutes nos communautés de communes. Et on est également lauréat de l'appel à projet du ministère. Donc l'intérêt pour nous de ce projet-là, c'est vraiment de déployer une animation territoriale et aussi de pouvoir faire émerger des projets des collectivités grâce notamment à la fameuse dotation exceptionnelle du ministère, qui a quand même un gros intérêt, c'est de pouvoir faire sortir de nombreux projets en même temps et de les faire monter en performance, puisqu'on a notamment, dans le cadre de cet appel à projet, sorti de nombreuses rénovations de bâtiments au niveau basse consommation, ce qui, sur notre territoire, n'était pas si courant. Donc, le deuxième volet n'est pas encore signé, je touche du bois, je ne sais pas si c'est du vrai bois, mais on espère vraiment... cet appel à projet a créé une véritable dynamique, et on compte vraiment sur cette dynamique pour poursuivre en termes de performance. Et je clôturerai, parce que je sens que... Sur le dernier volet de la réflexion, qui est celui de l'implication des habitants. Alors je vais rejoindre certains propos qui étaient tenus tout à l'heure. C'est vraiment un point qui est absolument essentiel, sur les territoires ruraux particulièrement. La transition énergétique sur nos territoires, elle va vraiment impliquer de très nombreux changements dans le quotidien des habitants. Dans l'habitat, dans les déplacements, dans l'alimentation et aussi des modifications dans leur environnement et notamment leur paysage.
un territoire en transition énergétique sur lequel on a des méthaniseurs, des éoliennes, des capteurs solaires sur les toits, de l'isolation par l'extérieur des bâtiments, n'a pas la même tête que le territoire avant la transition énergétique. Si les habitants voient ces modifications comme des réponses à des enjeux qu'ils comprennent et qu'ils partagent, ça peut être très bien vécu. Si ce n'est pas le cas, ça peut amener à des phénomènes de rejet qui peuvent être extrêmement violents, qu'on constate déjà effectivement sur certains projets, notamment éoliens. Alors, sur cette thématique-là, moi, j'ai certainement plus de questions que de réponses, mais je peux témoigner de 2 actions sur lesquelles on a commencé à travailler. La première, c'est d'organiser des ateliers sur la transition énergétique avec les habitants pour leur demander quel territoire vous imaginez, qu'est-ce qui est désirable pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de voir, et de les amener à échanger entre eux pour se rendre compte qu'ils n'ont pas forcément tous la même opinion et tous la même approche. Donc ce sont des ateliers qui s'appuient sur des ateliers ludiques un peu actifs où les gens sont acteurs. Et la deuxième thématique, et c'est la dernière, sur laquelle on travaille, c'est sur le développement des projets citoyens de production d'énergie renouvelable. On a la chance d'avoir plusieurs projets sur notre territoire. On essaye de les faire connaître et de les faire partager. L'intérêt que j'y vois en termes d'implication des habitants, c'est que là, pour le coup, ils sont extrêmement acteurs puisqu'ils font partie de la gouvernance d'un projet de production d'énergie renouvelable. Ils y mettent leur argent et j'espère que ce type de projet les amènera à se considérer véritablement comme un acteur de la transition énergétique et pas comme la subissant. C'est un autre intérêt, c'est que ça permet que les revenus des énergies renouvelables profitent plus directement au territoire. J'ai laissé Marion Persson dépasser largement son temps de parole parce que justement, ce que vous avez évoqué à la fin est absolument essentiel. Comment est-ce que les citoyens vont s'approprier les projets, que ce soit d'énergie renouvelable ou de transition énergétique au sens large? Je crois que c'est important de se poser la question et de chercher ensemble les meilleures solutions. Donc on pourrait, on a un petit peu de retard, hein, on a environ une demi-heure de retard. On pourrait prendre 3 interventions. Celles et ceux qui veulent faire des remarques ou qui ont des questions très précises, n'hésitez pas à compléter le questionnaire qui a été déposé sur votre table. Hein, sinon, on va prendre 3 interventions et puis ensuite, je vous donnerai les éléments que je peux formuler aujourd'hui pour la suite de ce COPTEC, volet Comité régional des acteurs. Donc, qui veut intervenir? Oui, Bacle Gérard, président de Atmo Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, d'ailleurs, Madame la vice-présidente, que vous avez citée tout à l'heure, et je vous en remercie. Je rappelle qu'Atmo Nouvelle-Aquitaine est à la disposition des industriels, des collectivités, pour faire des mesures de la qualité de l'air, aussi bien extérieure, bien sûr, qu'intérieure. Ma question, qui concerne notre réunion d'aujourd'hui, concerne le COPTEC, est-ce que serait-il possible d'avoir une ébauche des règles de gouvernance des futurs groupes thématiques qui vont permettre précisément d'aller à l'efficacité de ce COPTEC? Est-ce que vous pouvez préciser votre question, Monsieur le Président? Oui, Madame la Vice-présidente. Tout à l'heure, en préambule, vous avez évoqué donc des groupes thématiques qui restent à mettre en place, chose que je comprends très bien, mais est-il possible d'avoir une ébauche de ces règles, des règles de gouvernance de ces groupes thématiques? Comment vont-ils fonctionner? Quelle est la structure, etc. C'est l'objet de ma conclusion, Monsieur le Président. Excusez-moi, je vous réponds d'ici 5 minutes. Donc, d'autres interventions? Je ne vois pas. Non, c'est bon, plus personne. Si, allez. Oui, merci Madame la Vice-présidente. Stéphane Houlier, directeur du syndicat Énergie Gironde. Au regard de toutes les expériences qui nous ont été déclinées aujourd'hui, pour moi, ce qui me paraît essentiel, et ça a été le sens de votre propos, c'est de parler de transversalité ou de construire des ponts. Et moi, je voudrais vous parler des ponts énergétiques que sont les réseaux.
À mon sens, aujourd'hui, si on veut une transition énergétique réussie, il nous faut des réseaux gaziers et électriques performants. Je sais que vous en avez conscience, mais je tenais à le réaffirmer au niveau de l'auditoire, en sachant que ces réseaux doivent être adaptés et que les gestionnaires de réseaux, comme les syndicats départementaux d'énergie, se proposent, dans le cadre de plans pluriannuels d'investissement, de calibrer ces réseaux pour que nous réussissions tous ensemble la transition énergétique. Merci. Merci de votre intervention. Évidemment, ce que vous venez de préciser a toute son importance, y compris dans le schéma régional climat-énergie. C'est un point que nous devrons aborder et proposer des solutions, proposer des actions et des solutions sur ce volet-là. Est-ce qu'il y a une dernière intervention ? Juste ce que j'y pensais tout à l'heure, je voulais la poser, mais on n'avait plus le temps. À chaque fois que je viens dans des réunions comme celle-là, je suis agréablement surpris par l'inventivité à la fois des territoires, des entreprises. Et, alors, et souvent, je me dis, mince, tiens, je note, ça, c'est vrai que ça, c'est une idée pour notre projet ou pour notre problématique, mais j'imagine qu'il y a plein d'autres solutions dont on n'a pas entendu parler aujourd'hui. Je ne sais pas s'il existe déjà une plateforme ou que c'est un projet pour présenter à la fois les initiatives des territoires, les entreprises qui ont développé des produits innovants. Ah d'accord, dans 5 minutes. Voilà. Merci Madame la Vice-Présidente.